On a l'impression ici d'être dans un cocon, en fait. Donc on se sent protégé, l'humain se sent protégé, et aussi les animaux. Donc c'est bon pour la santé morale des gens, puisque on réapprend aussi un rythme, du calme, et on peut se replier un peu sur soi et penser à soi. Et pour la biodiversité aussi. La Coulée Verte, c'est vrai qu'en fait c'est un site qui est beaucoup apprécié des gens du quartier. On voit qu'en fait il y a différents publics qui peuvent venir. C'est vraiment paisible et c'est une balade qui est très ressourçante, qui est assez longue, qui est quand même appréciable quand on est en milieu vraiment urbain, de passer 2-3 heures dans la nature. On a des îlots de fraîcheur naturelle en été, donc ça a aussi un impact sur la santé. C'est important qu'on soit vigilant pour maintenir des couloirs de biodiversité pour permettre aux vivants de pouvoir circuler. Il y a des hérissons, il y a des chauves-souris. C'est un espace naturel sensible, donc il y a un enjeu fort de biodiversité. Et puis il y a une demande forte de loisirs et d'espaces récréatifs qui ne sont pas en faveur d'une biodiversité. Finalement, on s'aperçoit que la nature n'a pas besoin de nous, quoi. Le leitmotiv du projet, c'est pas un projet d'aménagement, c'est un accélérateur de biodiversité. La Marne devient de plus en plus claire et on voit cette vie poissonneuse, ces végétaux qui arrivent à se mettre en place, qui perdurent, nous permettent de bénéficier d'un cadre de vie, d'une valorisation vraiment au niveau de la ville, de pouvoir bénéficier de cette bordure de Marne qui vient border la ville et nous agrémenter. Alors dans les espaces privés, effectivement, on peut trouver des espaces intéressants de relais pour la biodiversité. Ça va être le cas notamment sur des tissus pavillonnaires où on va retrouver des jardins qui vont être arborés, qui peuvent être intéressants pour nos oiseaux, pour un certain nombre de petits mammifères aussi. Ne pas casser le lien qu'il y a entre l'homme et la nature pour pouvoir prendre soin aussi de notre habitat et de l'habitat de la biodiversité. L'homme est bien indissociable de cette biodiversité, on appartient à un même système, un même écosystème, et il est important de pouvoir bien préserver ça. Alors on pourrait se passer d'agir, parce qu'on agit souvent très mal avec la nature, c'est-à-dire qu'on veut éradiquer toutes les herbes, on veut couper les arbres, on veut tout tailler, on veut tout bétonner. Et je pense qu'on ne faisait pas tout ça, on serait beaucoup mieux avec la nature elle-même. On a tout ce qui est faune et flore qu'on a pu voir se développer en fait, en touchant un peu moins, on a vu des nouvelles espèces. Il faut savoir qu'un arbre en soi, on le plante, il vit, il n'a pas besoin dans sa vie d'arbre d'être élagué, d'être taillé. C'est la condition humaine en fait qui fait qu'il faut laisser un passage, il ne faut pas faire d'ombre, etc. On a peut-être eu tendance un peu trop souvent dans le cadre de projets à faire un peu table rase de ce qui existait et à vouloir recréer des paysages et des espaces de toutes pièces, alors que en fait rien n'est plus intéressant et plus riche que des arbres qui vont avoir un certain âge et un certain développement. Nous allons allier cheminement cyclable, cheminement piéton avec continuité écologique. Et puis également réduire la place de la voiture dans les zones urbaines denses. On peut se passer effectivement d'avoir un éclairage permanent dans certains cas pour préserver cette biodiversité. Si on arrive à avoir, je ne sais pas, je dis une bêtise comme ça, 40% de pleine terre sur chacun des opérations d'aménagement, on est déjà extrêmement vertueux en termes d'écologie urbaine, en termes de biodiversité. Et c'est très simple à mettre dans une règle, et c'est surtout très simple à suivre, à instruire. Le parking n'est pas obligé d'être imperméable, que ça peut être un parking en dalles engazonnées, désimperméabilisé, ça remet un peu de nature, ça permet à l'eau d'aller dans les nappes phréatiques, ça permet quand il y a des pluies très très fortes de limiter les inondations, c'est un changement de mentalité. Si les aménagements sont suffisamment qualitatifs, si la nature est suffisamment révélée, les gens viendront eux-mêmes spontanément reconquérir cet espace-là. Le dialogue, l'intelligence collective, c'est ce qui permet de trouver des solutions ensemble. C'est des moments comme ça qui nous permettent de comprendre la valeur du territoire dans lequel on vit. Le dialogue et la communication, c'est les deux choses sur lesquelles on devait axer notre action.
favoriser le dialogue, c'est communiquer sur le pourquoi on laisse les herbes pousser. C'est essentiel de communiquer, à la fois nous d'expliquer la démarche, mais aussi de recueillir l'avis des gens. Et là, il ne faut pas hésiter en fait à s'entourer de personnes de sensibilité et de technicité différentes. Les gens ont besoin de sentir les choses, d'aller les comprendre, d'aller marcher, de voir concrètement ce que pourrait être à terme l'aménagement. Je crois beaucoup à cette notion de démonstrateur in situ. En créant des moments comme ça, conviviaux, fédérateurs, que ce soit par une randonnée ou par un atelier participatif, on crée des synergies, on trouve des idées, il y a des choses qui émergent, des histoires, voilà, tout ça, ça converge pour enrichir cette approche, quoi. Alors pour sensibiliser, je pense qu'il faut utiliser des très grands moyens, la télévision, parce qu'en fait la perte de la biodiversité, c'est le danger tout simplement pour la vie humaine. Il y a plein d'initiatives intéressantes. Tout ce qui est petits chantiers citoyens sur la nature, c'est intéressant, sur le travail sur les friches, réhabiliter des friches. Il y a aussi le fait d'être participatif, que chaque personne intéressée puisse inventorier des espèces naturelles. Ça participe à la prise de conscience, voilà, mais c'est comme les classes de mer, les classes d'eau, les classes... voilà, il pourrait y avoir des classes biodiversité. D'imaginer aussi une gestion concertée entre les différents partenaires de la ville autour de cet espace, de façon à ce que tout le monde soit au même niveau d'information et tout le monde ait les mêmes pratiques. La charte permet effectivement d'avoir, pas une obligation, elle est incitative, mais disons le premier pas pour dire on doit discuter. Ce qui est bien dans la maison de l'eau, qui est une maison de l'eau ou une maison de la biodiversité, c'est aussi un endroit où on quitte sa posture aussi et parler cache des vrais problèmes dans cette enceinte. C'est pour ça que je dis maison, comme si ça protégeait quelque chose, et après on ressort à l'extérieur, on reprend sa casquette, mais au moins à un moment il y a un échange, un vrai échange. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à produire avec un outil. Souvent je prends l'exemple du CAUE parce que c'est la seule expérience qu'on a en France, qui est longue maintenant, de ce genre de pratique. Et il faut vraiment s'y intéresser et le développer, je pense.